fois, il y a des framboises qui poussent. Bah, s'il n'y a pas de framboises, on ne peut pas se nourrir. Et s'il y a des framboises, on peut se nourrir. C'est comme les fraises. Voilà. Bah, en fait, s'il n'y a pas de nature, on peut pas se nourrir, les animaux non plus. Et on peut mourir. Toutes ces petites choses, à un moment, il va y en avoir des grandes choses. Enfin, moi, j'ai peur que la Terre se fonde en deux. À moitié, il y a une couche qui sort autour de la Terre et du coup, il fait plus chaud. Et du coup, après, il y a les glaciers qui fondent et puis il y a des îles qui sont recouvertes d'eau. Oui, si on continue comme ça, l'hiver n'existera plus en fait. Ça sera que printemps, été, peut-être automne, mais hiver, ça sera plus l'hiver. Pollue, le climat il va changer, ce ne sera pas naturel en fait. Ça va changer à cause de ce qu'on fait. Le climat il était équilibré et s'il se déséquilibre, ça va plus marcher comme il faut. Espèces en voie de disparition. Les humains ils tuent les animaux en trop grande quantité et donc il y en a qui risquent de disparaître et il y en a qui ont complètement disparu. Il y a beaucoup d'animaux qui sont disparus parce que nous, les humains, c'est un peu comme si on pensait qu'à nous. En fait, on prend beaucoup de nourriture à la nature. Du coup, il n'y a plus assez de nourriture. C'est des animaux qu'on doit plus protéger parce qu'ils mourent plus vite. En fait, c'est par exemple les abeilles, elles sont en voie de disparition. Ça veut dire que on veut les tuer parce qu'on croit qu'elles nous piquent, mais en fait, elles sont en train de disparaître. Le changement climatique, par exemple, les ours polaires ou des choses comme ça. Il y a déjà plein d'animaux qui ont disparu, donc il ne faudrait pas que ça se reproduise. Et on mange trop de ce qu'on devrait manger et on tue trop d'animaux. Parce que normalement on pourrait manger moins, mais on mange beaucoup plus de ce qu'on devrait manger. Écologie. Ce serait bien de mettre que des voitures électriques, comme ça il y aurait moins de pollution. Sauf que maintenant, il faut payer pour avoir de l'électricité, je crois, ou un truc comme ça. On n'utilise pas de produits chimiques, on trie nos déchets, on fait attention à la nature. Si on continue à jeter nos déchets, trop les jeter, à pas les trier, notre planète, ça sera une montagne de déchets. C'est autour des associations de l'école de notre commune que nous nous sommes rencontrés. Au début, il y avait l'envie de s'investir dans la vie locale et plus particulièrement de contribuer au dynamisme de cette petite école. Mais pour nous, qui n'étions pas originaires d'Amanlis, s'engager a aussi été l'occasion de découvrir de l'intérieur la vie active de cette petite commune. De se rendre compte de l'énergie que peuvent déployer les parents lorsqu'ils ont un but commun, le bien-être des enfants. Ce temps associatif a été source de nombreuses rencontres, d'échanges, de bons moments. L'occasion de créer des liens forts et de réaliser que, oui, nous nous sentons bien ici. Depuis quelque temps, nous entendons quotidiennement des nouvelles préoccupantes concernant l'évolution du climat. Canicules, sécheresses, incendies, inondations ou tempêtes. On nous annonce que nos enfants devront vivre dans un monde où il fera 4 ou 5 degrés de plus qu'aujourd'hui. Où des zones entières subiront des aléas climatiques empêchant leurs habitants d'y vivre en sécurité. Certains parlent même d'un effondrement de notre modèle de société. Et si nous voulons éviter tout ça, on nous dit qu'il faut changer radicalement et rapidement
notre façon de nous déplacer, de consommer, de nous nourrir. Pourtant, curieusement, face à la gravité de ces menaces, nous n'avons pas l'impression que les choses changent beaucoup dans notre quotidien. Ce changement que les scientifiques nous disent indispensable peut paraître inaccessible, compliqué, comme un retour en arrière. C'est parfois plus facile d'être dans le déni de la situation, ou de se dire que ce n'est pas notre ressort, que c'est aux politiques et aux industriels d'agir. Mais est-ce vraiment le cas ? N'y a-t-il pas aussi des actions qui peuvent se faire à petite échelle ? Et dans ce cas, que faudrait-il changer en priorité ? En évoquant le sujet autour de nous, nous avons compris que nous n'étions pas les seuls à nous inquiéter, et que de nombreuses personnes, au quotidien, mettent déjà en place des actions, changent leurs habitudes de consommation, réfléchissent à l'impact de leurs déplacements ou de leurs habitudes alimentaires. Alors, pour savoir où nous en sommes vraiment, pour connaître le chemin qu'il reste à parcourir et la direction à prendre, nous sommes allés à la rencontre d'amants lycéens qui, par leurs actions au quotidien ou leur profession, pouvaient répondre à nos questions et nous apporter des pistes de réflexion. Et comme vous allez le voir, on s'est aperçu que notre commune était pleine de ressources. Nous sommes allés voir Hélène, qui est ingénieure territoriale dans un syndicat d'eau potable, Patrick, qui est chef de projet en écologie dans un bureau d'études et qui enseigne également sur le master environnement, territoire et acteurs, Thomas, qui est ingénieur environnement de formation et qui dirige un bureau d'études thermiques spécialisé dans la construction et l'énergie renouvelable, Sophie, qui est médecin généraliste à Château-Giron, Jacques, agriculteur à Amanlis, et bien d'autres. Mais pour commencer, et pour avoir un point de vue général de la situation, nous avons rencontré Jean Jouzel. Jean Jouzel est climatologue. Pendant de nombreuses années, il a été vice-président du GIEC, organisme qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2007. Et en plus, il est originaire d'Amanlis. On ne pouvait pas rêver mieux comme expert pour savoir où nous en sommes concernant le climat. Je me suis toujours intéressé depuis le début de ma thèse, il y a maintenant 51 ans, à l'évolution du climat. En fait, j'ai commencé je suis chercheur dans le domaine de l'évolution du climat. D'abord, une thèse sur la formation de la grêle. Et je me suis beaucoup intéressé ensuite à l'évolution passée de notre climat, à partir de l'analyse des glaces du Groenland, de l'Antarctique, et puis aussi à son évolution dans le futur. Vous avez été vice-président du GIEC. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les conclusions du dernier rapport ? Oui, alors j'ai été vice-président du groupe scientifique du GIEC. Alors le GIEC, c'est une organisation, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, dont l'objectif est, qui s'est mis en place en 1988, avec un objectif de faire un diagnostic sur tout ce qui touche à l'évolution de notre climat. Alors soit les causes de façon assez simple, mais aussi les conséquences, les impacts, et aussi les solutions à mettre en œuvre, y compris à la fois pour lutter contre le réchauffement climatique et pour s'y adapter. Ce que l'on montre aussi, c'est que ce réchauffement, en gros, il peut être expliqué complètement par les activités humaines, entièrement, alors que les causes naturelles du réchauffement climatique ne peuvent en expliquer que, disons, 1/10 de ce réchauffement au maximum. Donc, une deuxième conclusion importante, c'est que nous sommes déjà dans un monde dont nous avons modifié le climat par nos activités. Je dirais que nous sommes dans un réchauffement qui est perceptible actuellement. Je le redis, à l'échelle de ma génération, 1,5 degré. Les hivers étaient vraiment plus rigoureux dans les années 50-60 qu'ils ne le sont actuellement. Les étés étaient moins caniculaires. C'est assez clair, il y a des différences perceptibles, pas encore dangereuses. Il y a aussi une perception qui devient assez claire de cette intensification de certains événements extrêmes, justement des vagues de chaleur, mais aussi de sécheresse dans certaines régions, d'inondations dans l'autre. Par exemple, on a eu des inondations importantes encore à la fin de l'an dernier au sud de la France, assez meurtrières. Donc c'est vraiment ces événements extrêmes deviennent, leur intensification est perceptible. C'est donc bien établi, le climat est déréglé. Et d'ailleurs, les températures des derniers étés et la sécheresse l'ont confirmé. Mais après tout, en Bretagne, il pleut régulièrement, on vit dans une région réputée humide
et on ne pense pas avoir de problème autour de l'eau. Nous avons posé la question à Hélène. Dans le domaine de l'eau potable, on sait que en fait, les ressources sont limitées. En Bretagne, comme dans d'autres régions, peut-être un petit peu moins en Bretagne que dans d'autres régions comme la Vendée, le Poitou-Charentes ou le sud-ouest de la France, ou le sud-est aussi. Mais on est sur des ressources quand même assez fragiles en termes de qualité, mais aussi de quantité. Et donc c'est une réelle problématique en Bretagne. Oui, on aura une augmentation globale de la température, notamment des extrêmes d'été. Donc on aura une augmentation de la fréquence des canicules en été. Donc on aura un réchauffement. Ça va aussi avoir un impact sur la pluviométrie. Pas sur le volume a priori, d'après les derniers scénarios dont on dispose. C'est-à-dire il pleuvra toujours 700 mm à peu près à Manlis par an, mais ces 700 mm ne tomberont pas de la même façon. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir des événements sur 1 mois, 2 mois, de très fortes pluies, avec des périodes de sécheresse derrière. Ce sera beaucoup moins régulier. Donc ça favorise en fait plutôt un ruissellement des pluies sur les terrains, au détriment de l'infiltration vers les eaux de nappe. Donc ça crée des problèmes d'érosion de sol, de collecte de ce qui peut être répandu sur les sols agricoles comme sur les jardins privatifs. Et donc ça amènera vers les rivières des eaux plus chargées en matière organique, mais également tout ce qui est associé à la matière organique, c'est-à-dire les pesticides et les nutriments, azote, phosphore, etc. Donc on s'attend à plutôt une dégradation en fait, de la qualité de l'eau dans les rivières, donc une nécessité de plus traiter pour faire de l'eau potable, et en termes de volume, un remplissage plus faible des eaux de nappe, donc de la ressource en eau. Donc du coup, il y aura un impact sur l'eau. Mais y aura-t-il d'autres conséquences directes de cette augmentation de température ? Alors, dans l'immédiat, dès qu'il y a une canicule, l'impact immédiat, c'est le décès en général de beaucoup de personnes fragiles, donc énormément chez les personnes âgées. Après, ça va fragiliser toutes les personnes, ça va faire décompenser des maladies de gens qui sont fragiles, donc qui ont des maladies chroniques. Le changement climatique va avoir un effet sur la biodiversité. Et la biodiversité va être plus ou moins capable de s'adapter au changement climatique aussi. Donc ce qu'on constate par les changements globaux là, que je viens de t'indiquer, par exemple en Bretagne, c'est qu'on va avoir des espèces qu'on appelle thermophiles, c'est-à-dire qui aiment bien les climats plutôt chauds, qui sont en train de remonter sur la Bretagne. On en observe déjà. Soit qui étaient déjà présentes, mais très peu, on en a de plus en plus, soit des espèces qu'on n'avait jamais vues, qui apparaissent régulièrement chez nous. Donc certaines espèces vont en profiter. A contrario, certaines espèces qui sont plutôt des espèces de climat tempéré, frais, comme la Bretagne l'est normalement, vont avoir tendance à remonter, ou en tout cas on va avoir les populations qui vont se réduire en Bretagne. Donc certaines vont en tirer parti, au contraire d'autres vont en souffrir. Une des difficultés qu'on a à mesurer cet effet-là, c'est que c'est tellement complexe qu'on ne sait pas dire exactement lesquelles vont vraiment souffrir, lesquelles vont pouvoir s'adapter. Alors certaines ne vont pas pouvoir s'adapter assez vite. Le climat va changer tellement vite que leurs capacités d'adaptation à elles ne seront pas suffisantes. On a bien compris, on fait partie d'un tout. Si notre environnement est impacté, nous aussi on le sera. Alors si chez nous, c'est déjà compliqué de s'adapter à ces changements de climat, comment ça va se passer dans des pays plus fragiles et plus exposés ? Si nous ne faisons rien pour lutter contre le réchauffement climatique, les jeunes d'aujourd'hui, qui sont dans les années, qui sont à la fin de ce siècle, dans les dernières décennies de ce siècle, feraient face à un réchauffement très important de 4 à 5 degrés en moyenne. Et cela, ce sera extrêmement difficile de s'y adapter, en France bien entendu, mais encore plus dans d'autres régions, parce que ce sont des conséquences, bien sûr, là sur les événements extrêmes qui deviendraient de plus en plus, disons, présents, aussi bien plus intenses, plus fréquents. Ça dépend en particulier pour les sécheresses, par exemple tout le pourtour méditerranéen, des inondations dans d'autres régions, des canicules de plus en plus importantes. Là, c'est sûr que c'est un peu comme la canicule. Tu vas avoir les conséquences immédiates en termes de gens qui sont blessés, de gens qui sont noyés, toutes les conséquences que peuvent avoir
des événements pareils. Et puis après, là, il y a un vrai impact sur le long terme parce que déjà, je pense au niveau de la santé mentale. Enfin, évidemment, des gens qui ont tout perdu ou qui doivent même carrément changer de pays tellement c'est la catastrophe dans le leur, il y a un vrai impact sur la santé mentale. Et du coup, vraiment, c'est une conséquence psychologique. Et après, je pense que effectivement, si ça crée des déplacements de population, comme on peut voir dans certains pays, comme le Bangladesh, enfin des pays qui sont vraiment où là les populations peuvent plus vivre là où elles vivaient, t'as toutes les conséquences des déplacements de population qui après est-ce qu'ils vont être reçus dans d'autres pays où ils vont être dans des camps de réfugiés, donc dans des conditions extrêmement précaires. Et puis là du coup t'as tout qui ressurgit, toutes sortes de maladies. Et puis forcément t'as beaucoup plus de décès chez les enfants, chez les gens fragiles. Et là, oui, ça peut être catastrophique sur des déplacements de population. Les populations les plus pauvres ne bénéficieront pas forcément d'eau potable, ou pas suffisamment. Donc voilà, problèmes d'hygiène, problèmes sanitaires qui peuvent, si on va un peu plus loin et que la restriction d'eau devient plus importante, pousser les populations à émigrer vers des zones plus propices. À la fois en termes de consommation en eau, mais en général ça va aussi avec la nourriture, ça va aussi avec d'autres facteurs qui peuvent être sociaux par rapport à l'éducation des enfants, par rapport au logement, à l'électricité, enfin voilà, les autres paramètres sont en général au même stade à peu près. Donc ce que j'imagine à l'échelle mondiale et ce qu'on entend aussi souvent dans les médias, c'est une augmentation importante des flux migratoires. Quand on dit importante, c'est qu'on parle maintenant de millions d'habitants, de dizaines de millions d'habitants, qui seront amenés probablement dans les 10 ans, 20 ans à venir, assez rapidement, à du coup frapper à la porte des pays les plus riches. Ça va sûrement changer beaucoup de choses dans nos vies, tout ça. Mais si on veut lutter contre le réchauffement, il faut savoir à quoi il est dû. On nous parle d'effets de serre, de différents types de gaz impliqués, de secteurs plus émetteurs que d'autres. C'est pas simple. C'est peut-être le moment de refaire un point, non ? Alors ce n'est pas effectivement l'effet de serre qui nous inquiète, mais son augmentation. Alors cet effet de serre, le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, mais nous ne modifions pas les quantités dans l'atmosphère directement, mais par contre, nous savons très bien de quelle façon nous modifions la composition les quantités de gaz carbonique. C'est largement à travers notre utilisation de combustibles fossiles pour plus de 80%, de la déforestation, de la fabrication du ciment, et puis aussi pour le méthane, disons à chaque fois que la matière organique se décompose en dehors de la présence d'oxygène. C'est le cas alors il n'y a plus beaucoup maintenant de tas de fumier, mais c'est le cas dans un tas de fumier, c'est le cas bien sûr dans une déchetterie, c'est le cas aussi dans la panse des ruminants ou dans les rizières. Voilà, donc il y a des causes naturelles, il y a à la fois des causes naturelles, donc on peut parler des gaz des marais par exemple, bien sûr, c'est l'origine. Dans un marais, c'est aussi du méthane qui se forme, mais aussi, bien sûr, à travers les pratiques agricoles, la riziculture, le développement de la culture du riz, mais aussi, bien sûr, qui sont les bovins, contribuent aux émissions de méthane. Et puis le protoxyde d'azote, eh bien, c'est par exemple quand on utilise les engrais, mais aussi il y a une partie liée aussi à l'industrie. Donc voilà, tout ça est bien documenté, et nous savons ce que nous avons fait depuis 200 ans à peu près en termes d'augmentation de l'effet de serre. À quoi sont dues les émissions dans un pays comme la France ? En fait, le premier secteur, ce sont les transports, un peu moins de 30% en France des émissions. Donc on va parler des émissions en termes globaux. On tient compte non seulement du dioxyde de carbone, mais des autres gaz à effet de serre. Donc en fait, il y a ensuite trois secteurs qui sont aux environs de 20% chacun. Donc habitat, habitat, urbanisme au sens large, ensuite l'agriculture, la production d'énergie elle-même, et puis les déchets, c'est de l'ordre plutôt de quelques pourcents. Donc en fait, les points importants où on doit effectivement porter la plus grande attention, c'est évidemment sur le transport. Le transport. Pour nous, ça veut dire nos voitures. Mais quand on habite à la campagne comme nous,
est-ce qu'on peut vraiment se passer de voiture? Alors, dans mon quotidien, l'impact principal sur le réchauffement climatique, c'est mes transports, les trajets domicile-travail. Donc je travaille dans le pays de Fougères, donc j'ai à peu près 120 km par jour à faire en voiture, parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Donc j'ai d'abord essayé de faire du covoiturage pendant plusieurs années, et puis les contraintes familiales, d'horaire, d'activité ne m'ont pas permis de continuer plus longtemps. Par exemple, depuis qu'on habite Rennes, donc ça fait 2 mois, j'ai abandonné quasi totalement la voiture, donc j'ai acheté un vélo électrique. Et je me déplace aussi bien à l'université, qui est à l'opposé de la ville, qu'à Béton, qui est aussi à 7 km à vélo. Je fais donc tous mes déplacements à vélo ou à pied dans Rennes. Et l'étape d'après sera de vendre une des 2 voitures. Alors il faudrait tous aller vivre en ville pour moins utiliser sa voiture? Mais les grandes villes, est-ce qu'elles sont vraiment adaptées à toutes les problématiques en lien avec le réchauffement? Et est-ce qu'il n'y a pas quand même des avantages à vivre à la campagne? Ouais, carrément. Je dis ça en plus parce que du coup, moi je suis vraiment une citadine à la base et j'ai même vécu toute mon enfance jusqu'à mes 30 ans en région parisienne. Donc je pense que ça a d'énormes avantages. Notamment au niveau de la pollution, où du coup de vivre dans un air plus sain, il y a beaucoup moins de maladies respiratoires, moins d'allergies, moins d'asthme. Donc ça, je l'ai même vu sur moi, hein, que j'étais beaucoup mieux sur le plan respiratoire depuis que je vivais à la campagne. Et puis après, en termes de sérénité et donc de santé mentale, je trouve aussi que ça apporte vraiment un confort de vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que pour respecter l'environnement, il faut habiter en ville et avoir un vélo et pas utiliser sa voiture. Donc c'est une solution, mais je pense que ça ne convient pas à tout le monde. Et moi, personnellement, ça ne me conviendrait pas du tout. J'ai habité à Rennes un peu, mais voilà, habiter en ville, ça ne me va pas. Et du coup, je pense qu'avec la transition énergétique qui est en route, on a cette chance d'habiter à la campagne et d'avoir accès justement à tout un tas d'énergies renouvelables auxquelles on n'a pas accès quand on habite en ville, quoi. Mais alors, pour ceux qui vivent à la campagne, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Ce qu'on peut évidemment mettre en œuvre en termes de transport, c'est éviter de prendre la voiture quand ce n'est pas nécessaire, favoriser, disons quand vous prenez la voiture, plutôt des voitures, disons avec un peu plus d'une personne dans chaque véhicule. C'est quand même le cas assez souvent, hein, ça reste le cas. Bien sûr, les transports, favoriser les transports en commun ou les transports doux, le vélo, ou bien sûr la marche. Moi, je marche plutôt que faire du vélo. On utilise beaucoup le train, y compris alors pour venir à Janzé. Généralement, quand on vient à Janzé, on vient au train. Mais c'est vrai que j'essaie de faire toutes mes courses à vélo, Janzé, à Manlis, Château-Giron. Même des fois, il suffit d'anticiper, hein, du vers Rennes à vélo, à Châteaubriand à vélo, faire des courses. Donc c'est possible, je pense que c'est possible pour tout le monde. Au début, je pense qu'il faut se forcer un petit peu, mais ça devient automatique, quoi, au bout d'un moment. Donc voilà, c'est ma petite, c'est comme on dit, c'est ma part. Maintenant, je fais du télétravail, 1 jour par semaine. Je suis très satisfaite de ce fonctionnement. Et je pense que c'est une des solutions d'avenir pour limiter les transports en voiture. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'électrique ou l'hydrogène, enfin l'électrique est en fait très bien adapté pour disons, les personnes qui ont une soixantaine de kilomètres à faire chaque jour, aller-retour pour aller à leur travail. Et effectivement, contrairement à ce que les gens pensent, disons, il y a un potentiel de développement des véhicules électriques dans les territoires. Mais il n'y a pas que nous qui nous déplaçons, il y a aussi tous nos biens de consommation, nos aliments, les matériaux de construction, plein de choses en fait. Pourtant, nous sommes sur une commune rurale. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver l'essentiel de nos ressources sur notre territoire ? Par exemple, est-ce que ça paraît plausible que les productions agricoles de la commune puissent nourrir tous ses habitants ? C'est plus que plausible. S'il fallait que tous les gens d'Amanlis consomment la totalité de ce qui est produit à Amanlis, on serait tous morts, puisque on a tellement, le secteur est tellement dynamique
ne serait-ce que par rapport à la production des poulets fermiers de Janzé. J'ai fait un bref calcul hier soir, je pense qu'il y a 17 poulaillers à Manlis. Donc en considérant qu'il y a à peu près 3400 poulets par bâtiment à raison de 3 bandes et demie par an, je crois qu'il faudrait que chaque habitant mange un poulet tous les 2 jours. Donc on mangerait que du poulet peut-être, mais à côté de ça, il y a la production laitière, il y a la production porcine, il y a les ovins, enfin quelques petits élevages, mais enfin c'est assez peu par rapport au reste. On est loin du compte. Hein. Je crois qu'on pourrait s'attaquer à une ville, peut-être pas comme Rennes, mais pas loin, quoi. Peut-être comme Vitré, quoi. Oui, je pense qu'il y a un gros potentiel. Il y a plein de façons d'agir. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit à travers d'associations, au travers de choix, au travers d'achats, etc., je pense qu'un des leviers principaux qui devrait concerner tout le monde, c'est la façon d'acheter en fait, et de consommer. Quoi. On sait très bien que voilà, la façon dont on consomme, que ce soit de l'alimentation, que ce soit de l'énergie, que ce soit un véhicule, que ce soit voilà, de l'électronique, en fonction des produits qu'on va acheter, et voilà, si on achète un truc qui est rempli d'huile de palme, on sait qu'on participe à la déforestation. Quoi. Donc c'est assez simple à mettre en œuvre. Hein. C'est de se dire est-ce que ce que j'achète est responsable ou pas quoi. Et est-ce que ça apporte ou ça nuit à l'environnement quoi. Comme consommatrice et du coup mère de famille, je fais des choix dans mes achats pour la nourriture au quotidien, de privilégier plutôt les aliments provenant d'une distance la plus courte possible, en système de circuit court, pour limiter l'impact climatique en fait, de ces aliments. Oui, alors la vente directe, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Nous, à notre niveau, ça a été un petit peu le facteur déclenchant quand j'ai fait mon petit calcul, moi, à mon niveau, qu'avec une campagne de blé, j'aurais pu faire du pain pour ma famille pendant 750 ans. Là, on se rend compte qu'on nourrit énormément de monde. Et plutôt que de produire à tout va, chacun devrait se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une façon d'opérer différemment et puis ne pas tomber dans le gigantisme. Enfin, la consommation au niveau de l'alimentation, je trouve que c'est pas forcément, enfin on peut se dire que même ça coûte plus cher, etc. Non, c'est pas vrai. Et il y a des changements, en fait c'est surtout les habitudes qu'il faut changer. Et tes habitudes de consommer, et même avant, je pense qu'il y a quelques années, on avait peut-être l'habitude de ne pas faire par rapport aux saisons. Et là, maintenant, tu consommes et tu cuisines aussi par rapport à la saison. Enfin, c'est juste des changements, mais ça ne coûte pas forcément plus cher. Bientôt 30 ans qu'on mange bio, qu'on achète en bio-COP. On essaye d'utiliser le moins possible tout ce qui est emballage plastique. Moins aussi en papier, parce qu'on fait nos sacs à vrac. On utilise très peu, on n'utilise pas du tout de désherbants, enfin on a un jardin bio. On peut donc être vigilant en tant que consommateur dans le choix de la provenance de nos aliments. Consommer local, en plus de moins de transport, c'est souvent aussi des produits moins emballés. Ça fait travailler les commerçants locaux et les agriculteurs s'y retrouvent mieux aussi. Que du positif finalement. Donc on a commencé par analyser en juin 2017, pendant une durée d'1 mois, notre production de déchets, ordures ménagères globales. On s'est aperçu qu'on avait encore beaucoup d'emballages qu'on pouvait supprimer, à condition de réfléchir à notre façon de consommer. Donc au début on a commencé avec pas grand chose. On a d'abord remplacé nos yaourts en plastique par des yaourts en verre, et puis petit à petit on s'est vraiment adapté à faire toutes les courses en emportant nos emballages recyclables. Limiter au maximum les achats en supermarché puisqu'ils sont suremballés en général. Et puis privilégier le fait de faire des yaourts soi-même, de faire du pain soi-même, le fait d'acheter en emmenant ses propres emballages réutilisables, donc chez le boucher, chez le fromager, dans les magasins du type bio-COP,
etc. Et on s'est aperçu que notre quantité de déchets d'emballage avait été réduite de façon très importante en un mois à peu près. Sur la consommation en général, c'est plus ça, mais ça je l'ai toujours été sur le recyclage en fait. De se dire que tu peux donner plusieurs vies à une même chose, à un appareil ou le transformer. Voilà, c'est plus ça chez nous. C'est pas parce qu'on a l'argent qu'on doit acheter un truc neuf. Je sais pas, plus on achète, plus il y a de produits. Plus il y a de produits, plus on pollue aussi derrière aussi. Déjà on fait du tri sélectif, donc pour renouveler les choses, on fait des vides-greniers, donc ça permet de recycler, de toujours être dans le renouvellement et pas recréer des nouvelles choses en plus. Et puis on peut aussi éviter le gaspillage alimentaire, tout ce qui est récupération des objets. Quand on commence à se poser des questions sur sa façon de consommer, on se rend compte que tout est lié. Et que finalement, avec notre modèle de société, par certains aspects, on marche vraiment sur la tête. Quand on y réfléchit, en fait, on est tellement habitué de vivre dans un système... Enfin, on est né dans un système qui est nourri au pétrole et aux énergies fossiles. Et en fait, il nous paraît naturel de mettre de l'essence. Mais quand on y réfléchit bien, en fait, ça n'a absolument aucun sens d'aller chercher du pétrole à l'autre bout du monde, de l'extraire, de le faire transporter par bateau, de le raffiner, de le ramener là, alors que finalement, on a autour de nous tout un tas d'énergie qui est disponible gratuitement, quoi. Donc c'est vrai que on a l'habitude en fait de même pas se poser la question, parce qu'on est né là-dedans et parce qu'on vit dedans. Mais si on venait tout d'un coup d'une autre planète et qu'on regardait notre système, on a le soleil qui brille au-dessus de nous et on est en train de mettre du gasoil dans notre voiture, ça n'a aucun sens, quoi. Aujourd'hui, on a les technologies disponibles pour s'en passer, quoi. Alors, ça se fera pas du jour au lendemain, mais on a cette ressource et on a cette possibilité technique de le faire. Le pétrole, c'est une énergie non renouvelable. Et le pétrole, ça peut servir à plein de choses, comme l'essence. Mais ça sera, au bout d'un moment, il n'y en aura plus. On a investi dans une centrale photovoltaïque en 2011. Donc on a à peu près 7-8 années de production derrière nous. Et donc c'est une production qui génère à peu près 80 kVA par an. Et donc le prix de reprise du contrat, c'est 50 centimes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur l'exploitation, annuellement, on doit consommer aux alentours de 2 000 € d'électricité et on en produit entre 38 et 40 000 € par an. Alors en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a bien une transition énergétique, c'est-à-dire qu'on passe d'un modèle des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Donc effectivement, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Les premières installations ont été très chères. De plus en plus, en fait, le coût est accessible. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend l'exemple du photovoltaïque, le coût a été divisé par 10, je crois, en une décennie ou un peu plus d'une décennie. Et les prix vont continuer de baisser, en fait. Donc c'est des technologies qui sont de plus en plus accessibles. Le monde agricole doit s'approprier ce problème de réchauffement climatique. Bien sûr, il y a une partie des émissions qui est liée à la production agricole, mais il y a aussi des opportunités en termes de lutte contre le réchauffement climatique, par exemple le stockage du carbone dans les sols, la reforestation, l'utilisation de la biomasse. Donc tout ça pour dire que dans le monde agricole, dans les territoires, il y a aussi beaucoup d'opportunités à saisir dans cette lutte contre le réchauffement climatique ou dans l'adaptation. L'idée, on a aussi une voiture électrique, donc l'idée c'est de se dire que demain, on peut produire sans problème de l'énergie et pour la maison, et pour se déplacer. Donc finalement, habiter à la campagne, ça a aussi ce gros avantage, c'est que à l'époque des énergies fossiles, on était complètement dépendant du camion qui amenait le fuel, de l'essence qu'il fallait mettre dans la voiture. Il faut bien imaginer que cette époque est en train de se terminer, et que du coup, le vent il est accessible à la campagne, le bois on en a à disposition, le soleil pour le photovoltaïque on a aussi, on peut utiliser le soleil aussi pour produire de l'eau chaude. Donc on a tout un tas, la géothermie, on a tout un tas d'énergies qui sont offertes entre guillemets
quand on habite sur un terrain, voilà, en tout cas à la campagne, donc à Amanlis notamment, je pense qu'on est privilégié de ce point de vue-là. Et c'est important d'en avoir conscience. Donc il y a aussi dans le monde agricole ce qui se développe, au moins dans certaines régions, ce qui se développe très lentement par rapport à l'Allemagne, c'est la méthanisation. Donc c'est effectivement d'utiliser le maximum de déchets, non pas effectivement pour produire du méthane, qui est de l'énergie. Ça permet effectivement que ce méthane n'aille pas dans l'atmosphère, et là aussi ça peut être une sorte de gros investissement, mais par exemple à Janzé, il y a une usine de méthanisation qui se met en place, et ça permet quand même à la fois de garder, d'éviter la décomposition de matière organique, au contraire de la diriger vers de la production d'énergie. Donc le projet semble bien avancé et le support réside dans l'apport de fumier, de lisier des agriculteurs des environs. Donc c'est certainement une bonne solution pour la plupart d'entre nous. Bon, si possible, je pense que dans toutes ces communes, y compris à Amanlis, il y a un potentiel de développement des renouvelables, soit on voit bien au niveau de la biomasse, de la méthanisation, du solaire, éventuellement de l'éolien. Tout cela, eh bien, il faut l'exploiter, enfin l'explorer, l'exploiter si c'est possible. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'y aller progressivement. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on ne va pas passer d'une situation A à une situation B par un coup de baguette magique, quoi. Il faut se laisser du temps. Donc ce qui est important, c'est de se dire voilà, où je veux arriver et où j'ai envie d'arriver, et puis d'y aller étape par étape, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, si on vise l'autonomie énergétique, on ne va pas y arriver du jour au lendemain. Il faut d'abord commencer par rénover, peut-être isoler, ensuite changer de système de chauffage, ensuite rajouter un système de production d'énergie, ensuite investir dans un véhicule électrique. Voilà, c'est quelque chose qui ne va pas se faire on mettra peut-être 10 ans, 20 ans, voilà, mais c'est tout le mot peut-être transition énergétique, hein. On voit qu'il y a plein de solutions pour produire de l'énergie autrement, et on peut même envisager, avec les énergies renouvelables, de la produire localement et sans émissions. Mais nous, en tant que citoyens, on a eu l'habitude de pouvoir disposer facilement d'une énergie disponible en permanence, que ce soit pour se déplacer, se chauffer, cuisiner, et même tout simplement ne serait-ce que pour allumer une ampoule. Alors il va peut-être falloir que nous aussi, en tant qu'utilisateurs, on change notre regard sur l'énergie et qu'on fasse attention à la façon de l'utiliser. Il faut de l'efficacité énergétique dans tous les domaines. Vraiment une efficacité énergétique, c'est-à-dire, disons en gros, quel que soit ce que l'on fasse, eh bien, utiliser moins d'énergie. Ensuite, bien sûr, il faut que cette énergie soit au maximum elle-même non émettrice de gaz à effet de serre. Et bien sûr, là, il y a le débat entre le nucléaire et disons, les énergies renouvelables qui, à mon avis, ont un potentiel très important, y compris en France, je l'espère. Donc en fait, on a créé cette extension de la maison. Et moi, comme j'avais déjà pas mal de références de bâtiments passifs, j'ai décidé en fait d'en faire le plus petit bâtiment passif au monde. Donc on a mixé matériaux naturels biosourcés, bâtiments passifs et puis taille minimaliste pour développer ce projet. Ça a été donc plutôt un succès parce que ça, il y a énormément de communication réalisée autour du projet. Donc c'est ton bureau actuellement et ça. Donc tu n'as pas de chauffage. Voilà, alors il y a un tout petit complément en fait dans le passif. Voilà, en fait on est en dessous de 15 kWh par mètre carré par an, si on veut être technique. Donc ça veut dire qu'en fait on n'a pas besoin d'un système de chauffage conventionnel. En fait. Dans le cas d'Amanlis par exemple, on a un habitat qui est très diffus, voilà, type maison. Voilà, ce qui nous attend demain, mais demain vraiment à une échéance proche, c'est d'avoir des bâtiments qui ne consommeront plus d'énergie, en tout cas en moyenne sur l'année, mais auront un bilan carbone neutre, c'est-à-dire qu'en gros ils produiront à peu près autant d'énergie sur l'année que ce qu'ils en dépenseront en chauffage, électricité, voilà, pour l'éclairage et les autres utilisations, quoi. Quand on pense au lien entre habitat et énergie, on pense naturellement au chauffage. Mais le choix des matériaux et des modes de construction ont aussi leur impact, et là encore, en tant que citoyen, on a un pouvoir d'action. Alors quand on va parler de bâtiments d'urbanisme, eh c'est aussi bien dans la construction des bâtiments, en fait, la fabrication du ciment par exemple, est émetteur de gaz à effet de serre. Alors presque doublement émetteur parce que en gros, disons, quand on fabrique du ciment, eh bien, on part d'un matériau, il y a émission de gaz carbonique, et puis tout ça pour fabriquer le ciment, il faut utiliser aussi de l'énergie. Donc si on utilise
du fuel ou enfin voilà, si on utilise des combustibles fossiles, c'est vraiment le ciment en fait, c'est 4, 5, 6% en France, je pense, des émissions de gaz à effet de serre. On va dire depuis une dizaine, quinzaine d'années, un élan de personnes, on va dire, motivées à se remettre sur des matériaux comme la terre par exemple, à développer des matériaux de construction innovants comme la paille, le chanvre, et du coup ça crée une filière en fait qui s'est développée et du coup qui a influencé aussi la réglementation, montrant que, voilà, que ça existait et qu'il y avait des vertus à utiliser ce genre de matériaux. Et du coup la RE 2020 donc, va favoriser les matériaux biosourcés. Donc biosourcés, ça veut dire issus du vivant, donc c'est tous les matériaux qui sont issus soit des végétaux, soit des animaux, donc par exemple la laine de mouton, la ouate de cellulose, le bois, la laine de bois, etc. Donc il y a plein d'exemples. Le mode de construction, ça c'est très important, et c'est vrai que disons, ce qui est beaucoup plus sain, en tout cas du point de vue émissions de gaz à effet de serre, c'est l'utilisation du bois, puisque ça permet à la fois, bien sûr le matériau lui-même n'est pas émetteur de gaz à effet de serre, au contraire ça permet de stocker du carbone sur toute la durée de vie du bâtiment, donc c'est très intéressant. Donc si on résume, jusqu'à il y a 2 siècles, ça se passait pas trop mal pour le climat. Mais au fur et à mesure qu'on a eu accès à une énergie facile, accessible et hyper efficace, nos sociétés se sont développées sans se poser la question des conséquences à long terme. Et aujourd'hui, si on veut rester dans un monde vivable pour l'homme, on n'a pas d'autre choix que de diminuer nos émissions et donc de revoir notre modèle. Il va falloir inverser la tendance, c'est-à-dire à la fois diminuer drastiquement notre impact sur le climat et trouver un moyen de stocker ce CO2 pour arriver à la neutralité carbone en 2050, comme le préconise le GIEC. Or, pour l'instant, la science n'a pas trouvé de solution pour recapter le CO2 de l'atmosphère. Les seuls qui sachent le faire actuellement, ce sont les végétaux. Disons, je pense qu'il y a une vingtaine d'années, entre les moissons, je vais parler du blé, et puis, disons, il y avait au moins, disons, tout l'été, et puis le début de l'automne, où les sols étaient généralement à nu. On ne voit plus ça maintenant, c'est-à-dire que les agriculteurs ont compris l'intérêt de cultures intermédiaires, disons, et c'est aussi une façon dont certaines de ces cultures sont remises dans le sol directement, et c'est du stockage de carbone dans le sol, ça en fait partie. Bien sûr, après, il faut aussi probablement développer, si on veut garder ce carbone dans le sol, il faut aussi développer disons, le sans-labour. Sur notre exploitation, on a à peu de choses près 2,5 km de haies brise-vent. Donc les haies brise-vent sont intéressantes pour l'écosystème, pour protéger les bâtiments aussi, parce que c'est notre environnement qui est en cause, et c'est notre vie au quotidien aussi, notre qualité de vie, parce que quand on se lève le matin et qu'on entend les petits oiseaux dans les arbres ou les écureuils aller de branche en branche, c'est formidable, ça fait partie de notre paysage et il faut conserver ça à tout prix. Simplement, selon le mode de production, on ne va pas réagir de la même manière. Quelqu'un qui a des vaches, il va avoir besoin de plus d'arbres pour procurer de l'ombre à ses bêtes. On n'est pas du tout dans le même système de production. Un blé, par exemple, va préférer la plaine, donc il faut de l'air. Et outre la qualité que la haie bocagère va nous procurer au quotidien, on va aussi avoir l'autonomie pour se chauffer, pour produire de la biomasse et puis éventuellement alimenter des chaufferies. Donc on peut trouver beaucoup d'avantages dans les haies brise-vent. Aujourd'hui, comme le dit Jacques, on se rend compte de tous les avantages que procurent les haies. Mais malgré tout, elles peuvent encore être perçues comme contraignantes pour les agriculteurs. Alors comment faire pour les valoriser plus ? Alors, il faudrait peut-être mettre en place des services plus nombreux, parce qu'en général, quand on coupe les branches, on utilise la grosse partie, enfin ce qui nous paraît intéressant, mais tout le reste nous semble trop difficile à traiter. Et malheureusement, la plupart des branches, enfin des résidus qui pourraient être transformés en copeaux ou en pellets ou autres sources d'énergie,
finit malheureusement dans un brûlis dans le milieu du champ, et ça c'est presque inacceptable, c'est contre nature, on ne devrait pas faire ces choses-là. Il y a un gaspillage important à ce niveau-là. Donc aujourd'hui on commence à voir, j'ai des collègues de la fac qui travaillent sur un projet dans le Finistère de ce qu'on appelle les PSE, les paiements pour services écosystémiques. C'est-à-dire que certains pays ont déjà mis ça en place, à titre expérimental. Ça veut dire qu'on va mettre en place un système pour rémunérer un agriculteur pour les services qu'il rend à la société ou qu'il rend aux écosystèmes de manière générale. Si on considère que c'est nécessaire de faire certaines actions pour augmenter la biodiversité végétale ou animale, mais qu'en contrepartie, ça implique une baisse de rendement, une baisse de productivité, etc. Effectivement, on peut se poser la question, pourquoi pas compenser cette baisse de production par une aide à laquelle tout le monde contribuerait, puisque c'est dans l'intérêt de tout le monde, à ce qu'il y ait plus de biodiversité. Donc voilà, ça commence à se mettre en place, à se tester. Ça ne va pas assez vite, mais voilà le genre d'action concrète qu'il va falloir mettre en place. Parce que si on ne le fait pas, encore une fois, là c'est surtout le monde agricole, vu les surfaces, on fera des petites choses chacun chez soi, mais l'essentiel sera toujours au même stade. La diminution de nombre de haies n'est pas la seule modification de nos paysages. Les politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire ont aussi beaucoup évolué. Parallèlement à tout ça, on entend beaucoup parler de baisse de biodiversité. Et on peut se demander si tout ça n'est pas lié. On nous dit qu'il y a 200 espèces qui disparaissent par jour, qu'on serait en train de vivre une 6e extinction de masse. Et quand on nous dit ça, on pense aux ours polaires, aux orang-outans, aux baleines. Mais chez nous, est-ce que cet effondrement de la biodiversité est aussi une réalité ? Alors oui, c'est une réalité. Alors c'est d'abord une réalité scientifique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne conteste, puisqu'on a les éléments chiffrés et statistiques depuis maintenant plusieurs décennies qui montrent effectivement qu'on a une chute de la biodiversité. Alors, qui est très hétérogène, on n'a pas les mêmes constats à Manlis, en Bretagne, en France, que sur l'ensemble de la planète, bien sûr, on ne constate pas les mêmes choses, mais oui, il y a une érosion de la biodiversité globale, qui se traduit au niveau des espèces, des plantes, des animaux, mais aussi des milieux naturels, qui subissent des destructions, des fragmentations, à toutes d'échelles différentes. Donc oui, c'est un constat que plus personne ne conteste. Les causes de la disparition des espèces, elles sont multiples. Il y a des causes naturelles qu'on connaît depuis toujours, puisqu'il y a toujours eu des extinctions d'espèces. Aujourd'hui, par contre, on constate une accélération de la disparition des espèces qui est liée à des causes, on dit anthropiques, c'est-à-dire elles sont liées à l'homme, en fait, aux activités humaines. Donc parmi ces causes, on peut en citer plusieurs majeures. Il y a la destruction pure et simple, j'ai envie de dire, de milieux naturels ou certains types de milieux. Par exemple, les zones humides, dans le monde, en France aussi, c'est vrai. Disparition de zones humides, disparition de certains habitats forestiers, disparition de certains habitats sur le littoral également. Donc ça, c'est une première cause. La deuxième cause, c'est une uniformisation de ce qu'on appelle l'espace agro-naturel, c'est-à-dire là où on pratique l'agriculture, on a des espaces de plus en plus homogènes. On a de plus en plus de monoculture. Et plus on a un territoire où les espaces agro-naturels sont uniformes, homogènes, plus on a une perte de biodiversité. On comprend bien que si j'ai 3000 hectares d'un seul tenant de blé, d'autant plus si ce blé est entretenu de manière, je dirais, traditionnelle avec l'emploi d'intrants comme des phytosanitaires, on aura une biodiversité beaucoup plus faible que si, sur ces 3000 hectares, j'ai 20 types de cultures, un peu d'élevage, des haies, etc. Donc c'est l'uniformisation et la banalisation qui sont aussi une des causes importantes de la disparition des espèces. Il y a un autre phénomène dont on parle depuis quelques années, mais qui n'est pas nouveau, qui est connu des scientifiques depuis longtemps, qu'on appelle la fragmentation du territoire. C'est-à-dire que lorsque, imaginons que j'ai 2000 hectares, la taille d'une commune à peu près, d'espaces plus ou moins naturels, plus ou moins agricoles, je vais construire des maisons, je vais construire des routes, je vais construire une petite zone d'activité. Et donc ces petits morceaux d'urbain un peu partout fragmentent, donc découpent l'espace naturel. Et cette fragmentation isole les populations animales et végétales les unes des autres, ce qui réduit le brassage génétique, mais aussi appauvrit en fait chaque milieu, réduit la taille de chaque milieu qui a été conservé. Donc le milieu étant plus petit, j'ai moins de chances de survie. Donc cette fragmentation, c'est aujourd'hui un phénomène majeur en France. On dit assez communément qu'on a quasiment un département qui disparaît tous les 10 ans du fait de l'artificialisation. Ça se traduit notamment par la fragmentation. On a une autre cause qui est, non seulement on a des espaces homogènes sur de très grandes surfaces, mais ce qu'on y pratique à l'intérieur de ces espaces, en agriculture notamment,
bien qu'il y ait différentes formes d'agriculture, l'agriculture traditionnelle, on va dire, utilise depuis toujours des intrants, dont des produits phytosanitaires. Et bien qu'on soit de plus en plus attentif à la manière dont on utilise ces produits en milieu agricole, il n'empêche que l'utilisation de ces produits à grande échelle réduit de manière très importante, notamment l'entomofaune, les insectes, qui sont eux-mêmes l'alimentation des oiseaux, qui sont eux-mêmes l'alimentation d'autres espèces. Donc les milieux sont plus grands, plus homogènes et plus pauvres. J'ai connu l'époque où on utilisait très peu de pesticides, dans les années 70, on était gamins. Il y avait quelqu'un qui venait faire les désherbages pour le blé, pour le maïs, mais ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas d'insecticides, il n'y avait pas de fongicides. Les premiers fongicides, je pense qu'on les a fait dans les années 75, 76, c'était le tout début. Et à cette époque-là, les commerciaux, enfin les vendeurs, on appelait les vendeurs, passaient dans les fermes pour faire ce qu'on disait la vulgarisation. Donc la vulgarisation consistait à demander aux gens de produire plus, puisqu'on avait des bouches à nourrir qu'il fallait à tout prix développer. Donc le contrôle laitier pour les vaches laitières, alors des cheptels à 4000 litres de lait, forcément on n'achetait pas de tourteaux de soja. Donc là, évidemment, en donnant des tourteaux, tout de suite, la production faisait un bond monumental. Et donc j'ai vu ce démarrage-là, c'était voulu par, je pense, le gouvernement, par les coopératives. Enfin, il y avait assez peu de coopératives à l'époque, c'était plutôt des indépendants qui d'ailleurs avaient intérêt aussi à doper la production, puisqu'ils travaillaient sur des volumes aussi, des pourcentages. Donc tout le monde allait y gagner. Mais la machine s'est peut-être un petit peu emballée. Aujourd'hui, on sait qu'on a peut-être un petit peu exagéré sur certains produits, des produits qui étaient quand même homologués. Nous, on a utilisé des produits qu'on pensait inoffensifs quelque part. On prenait assez peu de précautions. Aujourd'hui, on a compris quand même avec les exemples de cancer, d'allergies. Tous les gens qui s'y intéressent un peu ont bien vu des reportages sur pas mal de cancers qui sont liés vraiment, qui sont en rapport direct avec les pesticides. Et puis il y a aussi, comme je disais, même comme les particules fines, des maladies neurotoxiques, plus de maladies neurologiques. Et il y a aussi tout ce que contient les pesticides aussi avec les perturbateurs endocriniens, donc où on a des répercussions sur la stérilité des gens. C'est vrai après tout, nous aussi on fait partie de la biodiversité. Si elle est atteinte, c'est pas étonnant que nous soyons touchés aussi. Alors sur une commune comme la nôtre, quelles actions pourraient favoriser sa protection ? Vaste question. Alors, je dirais qu'il faut, sur ce genre de questions, il faut dézoomer, c'est-à-dire que quand on prend un peu de hauteur, sur Amanlis, mais c'est partout pareil, si on se passe à hauteur du LM au-dessus d'Amanlis, on va constater que 99% de la biodiversité, c'est le milieu agricole. Donc si on veut faire des choses en faveur de la biodiversité, c'est d'abord dans le milieu agricole qu'il faut intervenir, avec bien sûr les acteurs du monde agricole, parce qu'on est chez eux. Mais c'est clairement, c'est là qu'on a l'essentiel à faire, parce que c'est la plus grande surface. C'est aussi là qu'on a l'essentiel à faire, parce que la manière dont l'agriculture s'est développée sur des communes comme Amanlis, il y en a d'autres en Ille-et-Vilaine, a eu des effets pervers, qui au départ n'étaient pas, j'imagine, pas pressentis. Il y avait une volonté effectivement de passer de la micro-parcelle qu'on exploitait avec son cheval ou avec son tout petit tracteur. C'était pas du tout viable pour produire de l'alimentation pour les êtres humains et les animaux, donc il fallait absolument agrandir ces parcelles. Mais on a mené cette politique sans trop prendre du recul par rapport aux conséquences sur la biodiversité, certainement parce qu'à l'époque c'était pas le sujet. Donc aujourd'hui il y aurait pas mal de choses à faire justement pour remettre de la biodiversité dans ces espaces. Si on a préservé dans son exploitation des haies, des espaces à côté des haies, des bandes enherbées, ce qu'on appelle des ourlets, c'est-à-dire un petit espace de micro-prairie sur 1 mètre de large au bord de la haie, ce sont des espaces en fait qui permettent à tout un tas d'espèces, d'insectes notamment, de se reproduire, qui n'ont pas d'incidence
sur la parcelle, dans l'incidence négative, mais au contraire, parmi ces petits insectes, j'ai trouvé par exemple des carabes, ce sont des petits insectes, il y a plein d'espèces de carabes, dont certaines qui sont des gros consommateurs d'insectes qui eux-mêmes seraient des ravageurs de culture. Donc l'exploitant, il a tout intérêt à maintenir un minimum de biodiversité dans son exploitation, et il y en a de plus en plus qui prennent conscience de ça, voire qui les réintroduisent. Ce n'est pas forcément sur des grandes surfaces, parce que d'ailleurs on a constaté qu'on pouvait avoir des milieux aussi pauvres en agriculture bio qu'en agriculture conventionnelle. Parce que si un agriculteur bio n'a pas de haies, n'a pas préservé des interstices avec un peu de prairie, un peu de végétation touffue, un peu de friche, un petit tas de pierres pour les reptiles, des petites choses comme ça, s'il n'a rien préservé de ça pour avoir que ces cultures, ça sera aussi pauvre qu'une culture traditionnelle traitée de manière conventionnelle. Donc c'est introduire des petits espaces comme ça, linéaires, c'est déjà beaucoup pour remettre de la biodiversité dans l'agro-système en fait. Et c'est une nécessité pour l'agriculteur. Il y a aussi la manière de traiter le sol et de travailler son sol qui a une incidence très forte sur la biodiversité du sol, celle qu'on ne voit jamais et qui pourtant c'est grâce à elle que les choses poussent. Sinon la terre devient juste un support. Donc là en fait on commence là aussi, enfin le monde agricole s'intéresse de plus en plus à ce qui se passe en dessous et donc à la manière de travailler le sol. Là aussi il y a plein de techniques, hein, jusqu'à le zéro traitement de sol pratiquement, hein, on ne fait que griffer, jusqu'à des techniques de labour beaucoup moins profonds, beaucoup moins fréquents, qui préservent la biodiversité du sol. Et donc là aussi, plus on a de biodiversité, plus on sera à même de s'adapter si jamais il y a un insecte ravageur qui arrive, une maladie, etc. Bon, il y a des conversions en bio par exemple, mais sans aller jusque-là, il y a des agriculteurs qui ont modifié leurs pratiques de fertilisation, de traitement, qui réduisent les doses, qui ont replanté des haies. Donc il y a déjà des choses qui se font, il y a déjà des actions en cours. Alors les gens ne s'en vantent pas forcément, donc on ne le sait pas, mais il y a déjà des actions, mais ce qu'il faut c'est passer à la vitesse supérieure. Et pour que ça se fasse, il faudrait que pour le monde agricole par exemple, qu'il y ait une meilleure reconnaissance des actions qui pourraient être menées. Parce que tant que cultiver un hectare de maïs rapporte 10 fois plus qu'entretenir une prairie, même moi si j'étais à leur place, je ferais du maïs. Donc il faut quelque part qu'il y ait des moyens juridiques et financiers importants, mais là ça va toucher l'échelle nationale et même européenne, puisque c'est la politique agricole commune qui peut orienter ça. Si on se regarde maintenant plus le côté espace public et puis chez tout un chacun, chez les habitants, dans l'espace public, on a peu d'espace public en fait sur Amanlis vert. Il y a la zone humide du Pré-Velay, principalement, qui est déjà, même si on peut en parler aussi, relativement bien préservée, même s'il y aurait des choses à faire. Et puis un espace auquel on ne pense pas forcément, c'est les bas-côtés routiers qui sont entretenus, les voies communales qui sont entretenues. Là aussi, il y a des choses intéressantes et assez simples à mettre en place pour favoriser plus de biodiversité. Parce que je te parlais des interstices tout à l'heure dans le monde agricole, c'est la même chose dans l'espace public. Ces bas-côtés routiers peuvent jouer un rôle significatif, d'autant plus important qu'à côté, les milieux sont relativement pauvres. Donc là, il y aurait des choses certainement à faire en termes de gestion aussi différenciée des bas-côtés routiers. Et puis chez soi, des choses simples en termes de biodiversité, c'est de ne pas tout traiter en pelouse, même si tout le monde l'a fait, c'est ce qu'il y a de plus pauvre, c'est ce qui consomme le plus d'énergie, c'est ce qui produit le plus de déchets. Donc laisser un peu de place à de la biodiversité, c'est pas compliqué, c'est laisser un coin d'herbe haute au fond de son jardin. Voilà, c'est quelque chose de simple, avec des plantes qui fleurissent plutôt. C'est intéressant pour les petits insectes, c'est intéressant pour toute une biodiversité. Et si chacun fait ça chez soi, de proche en proche, ça finit par avoir des effets. Je lisais tout à l'heure un article qui montre que l'action individuelle peut être très importante. C'est chez nos amis anglais, ils sont beaucoup plus sensibles que nous à la biodiversité depuis beaucoup plus longtemps. Une étude qui a été publiée dans la revue Nature, donc, qui est la référence mondiale sur l'écologie notamment, vient de montrer qu'après 40 ans de suivi, dans les jardins anglais, jardins privés, avec des maisons, je ne sais pas si tu sais, mais les Anglais nourrissent les oiseaux, ils aiment nourrir les oiseaux l'hiver. Mais ça se fait à très grande échelle, c'est-à-dire que depuis 40 ans, des millions d'Anglais nourrissent les oiseaux l'hiver. Ils viennent de démontrer que ça a eu un effet significatif sur les populations de certaines espèces d'oiseaux, parce que tous ne viennent pas se nourrir, et celles qui aiment se nourrir, comme les mésanges par exemple, leur population a significativement été maintenue à niveau grâce à cette action de chacun chez soi dans son petit jardin. Alors qu'on aurait pu penser que c'est anecdotique, on se fait plaisir,
On voit la mésange qui vient manger 3 graines, c'est joli. Mais non, pratiquer à une échelle, là c'est national pratiquement, parce que chaque Anglais fait ça quand il a sa maison, ça produit des effets. On a trouvé cette maison qui était en ruine dans la campagne d'Amanlis en 2007. Il y a 1,5 hectare de terrain. Du coup, on a profité de ce terrain pour essayer de redonner de la vie en fait, à l'environnement qui y avait autour. Donc on a planté 700 arbres à peu près, 700-800 arbres en journée. On a refait des haies, il y a une grande partie qui est laissée assez sauvage en fait. Donc du coup on voit beaucoup plus d'animaux que quand on est arrivé ici. Donc ça déjà c'est une grosse satisfaction de voir que la nature a vite repris ses droits dans certains endroits. Et je pense qu'en fait c'est peut-être finalement ce qui manque aujourd'hui, c'est des espaces où la nature... en fait il y a peu d'espaces où finalement la nature peut s'exprimer librement et où les humains ne viennent pas interférer avec son développement, quoi. Toutes ces rencontres nous ont permis de réaliser que nous pourrions produire sur place une grosse partie de l'alimentation que nous consommons. Que nous pourrions produire également nous-mêmes notre énergie grâce au soleil, au vent ou à la biomasse. Que nous pourrions recycler, réparer, échanger, mutualiser nos biens de consommation. Que nous pourrions développer d'autres façons de nous déplacer, en se mettant au covoiturage, au vélo, au transport en commun. Et tout ça en conduisant des projets communs, en créant du lien entre les habitants de la commune, en développant des emplois locaux, en prenant soin de la nature qui nous entoure, en partageant de bons moments ensemble et en contribuant à un avenir plus serein pour nos enfants. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend ? Et à quoi ça pourrait ressembler concrètement ? J'imagine avec des jardins, plein de jardins communaux. Je sais pas, avec des forêts, beaucoup de parterres et de jardins aménagés où les enfants soient initiés au jardinage. Et par de ce fait, voilà, quand les enfants sont initiés, quelquefois, ça initie aussi les parents. Nature qu'il faut utiliser, le vent, le pluie, le soleil. Oui, parce qu'il y a des communes qui sont très en avance là-dessus, hein, qui s'autosuffisent. Donc, ouais, si Amanlis pouvait aller vers ça, ce serait super. Il faut que si tout le monde prend conscience et fait sa petite part, c'est déjà pas mal. Que je vois plus de gens circuler à vélo, qu'il y ait beaucoup plus de pistes cyclables, parce que là, il y a rien. Pour moi, il n'y a rien. Ce qui fait le tour, qui nous dépose, pour éviter qu'on prenne tous notre voiture. Il y a peut-être quelque chose à imaginer. La construction d'un éco-hameau. C'est d'avoir un marché sur la commune. Ça permet de rencontrer les gens. L'homme a des possibilités qu'il ignore parfois, et face à la diversité, peut faire des belles choses. Des fois on pense que c'est des choses difficiles à réaliser et tout ça, et finalement c'est peut-être pas... Et il faut avoir des actions justement locales pour créer un changement global. Chacun peut, à son niveau, faire des gestes au quotidien. C'est très important. Mais tout seul, ce n'est pas facile de changer ses habitudes. Et puis, comme dit le proverbe, si tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Sur un territoire comme le nôtre, avec l'énergie et le dynamisme des associations, des entreprises, avec les partenariats qui existent déjà, nous avons de nombreux atouts pour relever ce grand défi. Il nous faut peut-être maintenant écrire de nouvelles histoires et dans ce nouveau monde, imaginer des projets communs. À un moment donné, l'État n'ira pas à contre-courant de ce que fait la population. Donc c'est à nous de montrer l'exemple. Et puis derrière, c'est un engrenage vertueux, quoi. C'est-à-dire que l'État va forcément suivre la direction qui est incitée par les entreprises, par les particuliers. Voilà. L'être humain a pris l'habitude, je ne sais pas si c'est sa nature, mais il finit par faire les choses. Alors souvent lorsqu'il est acculé, mais il les fait. Nous, les projets, oui, on peut faire tellement de choses sur une exploitation agricole que c'est sans limite. On peut toujours encore créer. Pouvoir encore profiter de la nature comme nous, on peut en profiter. Parce qu'on sait maintenant que ça apporte un grand équilibre à l'être humain et qu'il en a besoin. Comment les humains, à un moment donné, peuvent
emprunté la voie de la sagesse. Aujourd'hui, on a les technologies, on a les données, on a les connaissances, on a le retour d'expérience, on sait vers où on va. Donc les décisions, elles sont assez simples à prendre. Après, c'est à tout le monde d'être raisonnable et d'aller dans la même direction. Il faut aussi, je crois, aller de l'avant, il faut aussi mobiliser les jeunes, il faut mobiliser toutes les couches de population. Tout va se jouer au cours de la prochaine décennie et de la suivante. Donc voilà, les 3 prochaines décennies, est-ce qu'on est capable, ne serait-ce en France, et ce serait déjà très bien d'entraîner l'Europe, la France, vers la neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est maintenant que ça se joue, et donc les jeunes d'aujourd'hui sont là aussi concernés. Je sais pas comment tu expliquer ça, mais साँच्चै नै भन्ने हो भने राम्ररी नै प्लानेटलाई चाहिँ नि सक्सेस गर्नुपर्छ, राम्ररी चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नैपर्छ. Je sais pas comment dire en français. Moi j'ai dit en népalais. Eh ben là on pourra pas traduire, hein. On n'a pas compris. Hein. C'est vachement important quoi. Non mais sérieux. Mais on a compris le message.